Eh bah, encore une semaine bien tranchante. Et coucou mes geekouniou, bienvenue dans Supplément Chill, le podcast où je vous partage mes lectures et visionnages de la semaine. Toujours geeks aux commandes, et cette semaine on va parler de tronçonneuses, de monde pour criminels, de venin qui rend tout musclé, de super vilains, et enfin de show business. Et oui, il fallait bien un intrus, mais pas tant que ça. Je vais commencer avec le manga de Tatsuki Fujimoto chez Crunchyroll, qui sera bientôt redevenu Kazé. Je parle évidemment de Chainsaw Man, qui lui restera Crunchyroll. C'est relou cette histoire, mais on n'en parlera pas ici. J'ai lu le tome 21 qui est sorti le 4 février. Chainsaw Man, depuis le début c'est un joyeux bordel, au tome 21, c'est toujours le cas. Je pense que j'ai jamais lu un manga qui prend aussi peu soin de son héros, et je sais que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est bel et bien un compliment. Ça va être dur de ne pas spoil, je sais que beaucoup regardent l'animé, qui est franchement exceptionnel, j'ai rien à dire, mais du coup, vous êtes loin de là où on en est dans la version papier. Si je dis pas de bêtises, l'arc de Reze c'est genre le tome 5 et 6. Là on est au tome 21. C'est pas une critique non plus, on ne peut pas tout lire tout le temps. Il y a plein de séries que j'ai pas lues, et je regarde les animés genre Juju, j'ai jamais lu, je regarde. Bref, je disais donc que ça va être compliqué de vous en dire plus. Si je veux pas vous spoil, on est 15 tomes plus loin, mais je vais tenter. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un gamin, Denji, presque clodo, avec les dents toutes pointues, et il vit avec un petit démon chien tronçonneuse, tout mignon, tout orange, avec une petite tronçonneuse à la place du nez, qu'il a appelé Pochita. Un jour, suite à une grosse bagarre, ils vont devoir fusionner pour survivre. Et c'est comme ça que va naître Chainsaw Man. Denji est recruté pour combattre les démons, et c'est trop stylé. 20 tomes plus tard, Denji est clairement dans une merde pas possible. Il est enfermé dans un monde qui se nomme le lac éternel, et pour que son côté tronçonneuse continue de se battre dans le monde réel, contre un démon bien chiant, il doit dévorer tout ce qui l'entoure pour lui donner de l'énergie en gros. Mais il n'est pas seul dans ce monde parallèle, et pour traverser, il faut passer par l'estomac de notre héros. On a des persos bien cool, et Denji fait toujours des rencontres surprenantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis quelques tomes, c'est surtout le personnage de Asa Mitaka que j'apprécie, une fille que Denji a rencontrée à l'école, et oui, je vous dis pas pourquoi, mais maintenant, il va au lycée le petit père, et franchement, l'évolution de cette nana est vraiment ultra kiffante. Et c'est chiant d'ailleurs, parce que si j'ai bien appris un truc avec ce manga, c'est qu'il ne faut jamais s'attacher à ces personnages, pour diverses raisons, mais là, c'est trop compliqué, on peut pas faire autrement. Je dois dire un truc par contre, je trouve que la qualité graphique a drôlement diminué. C'est un avis personnel, je sais pas si je fais fausse route, mais en tout cas, ça me touche beaucoup moins, et je trouve que c'est plus grossier depuis quelques tomes. Moins de détails, des traits énormes, pas spécialement beaux, c'est fouillis je trouve, même s'il y a de belles fulgurances. J'ai réouvert les premiers chapitres, et c'était plus étudié, c'était pas académique non plus, mais il y avait une patte bien présente, il y avait quelque chose d'un peu plus léché. Là, ce tome 21 m'a particulièrement déconcerté sur ce point. Ça n'empêche pas que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, j'aime vraiment énormément cette série, et j'apprécie qu'on ne me donne pas ce que je voulais, mais qu'à la place, je sois désarçonné. Au moment des dessins un peu plus beaux, ça m'aurait quand même arrangé. Chainsaw Man, qui ne devrait pas tarder à toucher à sa fin selon les dires de son auteur, enfin selon des posts sur Instagram, donc à prendre avec des pincettes cette info. Et puis au Japon, ils sont déjà au tome 23 au moment où j'enregistre, et nous le tome 22 sortira en juin normalement, donc on a de quoi voir venir si c'est vraiment le cas. Et on continue toujours au Japon, toujours en manga, avec une œuvre de Kenji Sakaki, Shin Tokyo, le 3e tome, sorti le 4 février également, et c'est chez Mangetsu. J'avais à peine effleuré Shin Tokyo dans le tout premier supplément de Chill, et je vais aller un petit peu plus loin aujourd'hui. On a un bus scolaire, avec un prof qui se fait harceler par ses élèves. Pas tous, mais une bonne partie, et l'autre ne bouge pas le petit doigt. Eh bien, notre professeur, monsieur Yabuchi, il décide de mettre fin à ses jours dans le bus, devant les élèves, et il fait ça en ayant une idée derrière la tête. Il veut qu'ils aillent tous dans l'underground. Et l'underground, c'est Tokyo version des enfers, et c'est là que sont envoyés les criminels. Et nos étudiants, ils se retrouvent au milieu du Rainbow Bridge à Tokyo, et là, un énorme monsieur qui fait peur veut leur ôter la vie. Un bourreau, quoi. Et dans ce groupe d'étudiants, il y a Yami et Yomi,
Des jumeaux qui ont une particularité, c'est qu'ils sont synchro. Et quand je dis ça, c'est pas juste qu'ils peuvent faire une super choré sur du Blackpink, mais plutôt que si l'un d'eux se prend une rouste, l'autre le sentira passer de la même manière. Idem s'il tombe amoureux ou s'il déteste quelqu'un. Et bah c'est franchement ce qui fait un peu tenir ce manga et pourquoi je continue à le lire. Parce que finalement c'est très classique, on découvre pas tant un Tokyo si original dans l'underground, alors que il y avait des possibilités infinies de faire du super original, et bah non, c'est un survival plutôt simpliste, qui va vite, très vite, trop vite. Là, dans le tome 3, on a déjà passé quelques niveaux et le boss du jour se fait appeler Antoinette, comme la reine, et elle règne sur un centre commercial à Ginza, où nos amis sont enfermés au milieu d'articles de luxe et de nourriture qu'ils semblent relativement bien foutus au premier abord, mais qui pourraient bien cacher quelque chose de plus macabre finalement. Et le but, ça va être d'échapper à cette méchante dame monstrueuse pour qu'elle ne fasse pas un bijou avec les membres arrachés de nos protagonistes. C'est assez correctement dessiné, rien d'incroyable, mais assez bien pour que ce soit cool à lire, et les designs des bourreaux sont très sympas. J'aime bien, sans plus, mais je vais continuer à lire la série. J'en parlerai peut-être pas à chaque tome, pas comme Chainsaw Man quoi, mais je referai un point de temps en temps dessus en espérant que sur les prochains ce soit plus mature dans l'histoire. Et là encore, le prochain tome sortira en juin, sachant que la série est déjà terminée au Japon depuis février 2025. Et on passe à du comics français. Oui, avec Héritage, Bring On the Bad Guys, scénarisé par Mathieu Tellet aux éditions Dante Comics, qu'on nomme plus communément DTC. C'est un comics sorti grâce à un financement participatif et qui est un hors-série du comics Héritage, mais centré sur les super-vilains. Et pour ça, Mathieu il s'est dit qu'il allait faire appel à une tripotée d'artistes. Dedans, on a 6 courtes histoires, toutes mises en images par une personne différente, et aussi quelques illustrations, une par méchant plus ou moins. Ça en fait du monde, mais ça enrichit pas mal la qualité de ce comics. Déjà, c'est quoi Héritage? C'est l'histoire de Sophia, une enfant qui admire le super-héros de S.H.I.E.L.D., elle en a même des posters, et qui voit son papa s'absenter un petit peu trop souvent. Elle est donc persuadée que c'est lui le super-héros qu'elle aime tant. Mais The S.H.I.E.L.D. va avoir du fil à retordre, puisqu'il a comme adversaire un certain Crimson Crown, et cela risque d'avoir des conséquences, surtout pour Sophia. Et bien, dans Bring On the Bad Guys, on découvre les autres vilains qui entourent The S.H.I.E.L.D. On commence avec les Mantidés, qui sont des extraterrestres qui recherchent un bien qui leur est précieux, dessiné par Marvin Traoré. Ensuite, le chirurgien, emprisonné mais qui repense à sa petite famille qui lui est si chère, dessiné par Jofo. Puis Acide, un échange mafieux entre père et fils, excellemment mis en image par Kaiser Arieta. Après on a Tempus Fugit, qui tente de recoller les morceaux avec sa compagne, et c'est Sid Le Grim qui s'attelle à l'image. Acide versus Chaos, dessiné par Eric Van Elsland, désolé si je me trompe, Eric Van Elsland, j'espère que c'est pas le cas, où deux vilains se rencontrent sur un bateau, et ça pique. Et enfin, le dernier combat qui nous met en scène Crimson Crown, dans une version noir et blanc et rouge, avec des dessins à nouveau de Marvin Traoré. On est sur un niveau de qualité de dessin très très cool, avec des couleurs de Sid Le Grim ou de Michael Oliveira, qui claquent vraiment bien. Bon, j'ai mes préférences et je dois dire que les épisodes avec Acide sont pour moi les plus réussis, et le dernier combat également, j'adore le côté noir et blanc, et les traits de Marvin Traoré sont vraiment superbes. Maintenant, j'attends la suite de Héritage qui ne devrait pas trop tarder, j'en dis pas plus, parce que peut-être que vous vous en souvenez, j'avais déjà parlé de Mathieu Tellet il y a quelques semaines pour la BD Retour en Normandie, qu'il avait aussi scénarisé. Je reparle donc de lui aujourd'hui, et bien il est possible qu'on reparle encore de lui, ou plutôt qu'on parle avec lui d'ici quelques jours. Et ça mes petits geekouniou, c'est une super nouvelle qui vous fera bien plaisir, je l'espère, et vous verrez qu'il racontera bien mieux que moi l'histoire de Héritage et de ce projet un peu fou. On reste dans le comics, avec Absolute Batman, le 2e tome, qui vient de sortir chez Urban Comics le 13 février dernier. C'est une version revisitée de Batman par Scott Snyder et Nick Dragotta. Évidemment, il n'y a pas que, vous savez sûrement, dans le comics, les équipes tournent beaucoup, mais dans ce tome, la majorité de l'histoire qui tourne autour de Bane, c'est cette paire-là. Il fait beaucoup de bruit ce Absolute Batman, et comme on le disait dans l'épisode avec Carlito, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est le moment, le premier tome était un vrai vent de fraîcheur dans l'univers de la chauve-souris, et était pour nous le comics qu'on retenait en 2025. Faut dire que la réécriture de l'histoire de Bruce Wayne est plutôt culottée. On garde les noms, on garde quelques costumes, mais on les modifie quand même, et surtout on enlève la maille, le flouze, la thune. Crime Alley, où sont morts les parents de Bruce,
existe toujours, mais c'est plus le QG de lui et ses potes, et finalement, pas morts les parents de Bruce. Non, non. Enfin si, un est mort, pas du tout dans cette petite ruelle, mais la maman est toujours là. Et surtout, les copains du petit Wayne, c'est les méchants d'habitude. Et bien là, ce sont ses amis. Ils sont plus méchants. Même visuellement, Bruce est pas le mec élégant, en costume, qu'on connaît, musclé, mais qui n'est pas non plus un monstre. Là, c'est un monstre. Il est aussi large que haut, clairement, le curseur de l'exagération est poussé au max, et finalement, c'est exactement ça qui fait la force de ce premier tome. Aujourd'hui, on parle du deuxième tome. Je pensais pas que les potards pouvaient être encore plus poussés, mais je me trompais, ça explose les compteurs. On commence avec une histoire où Bruce enquête sur la mort d'un ami à lui, Allumette, qui a connu une fin assez atroce, et le récit alterne présent et flashback. Il va arriver jusqu'à Victor Fries, enfin Victor Junior, qui endosse donc le rôle de Mr. Freeze, même s'il n'est jamais mentionné en tant que tel, et il est ici un petit génie qui bosse, comme prévu, autour de la cryogénisation et du pouvoir de la glace. Et je parle pas d'Agendas ou Ben & Jerry's. La stylisation de Freezer est surprenante et digne d'un film d'horreur. Cette petite histoire dessinée par Marcos Martin donne bien le ton d'où on va aller dans ce tome et commence à préparer le terrain en mentionnant l'Arche M qui sera centrale dans la suite. Et la suite, c'est Abomination, un récit beaucoup plus long et qui est clairement ce que la couverture nous vend, un affrontement avec Bane. Bane, de base, il est déjà sous ultra stéroïdes, avec ses pompes à venin là qu'il s'injecte et qui le rendent incroyablement puissant. On garde ce principe, mais pareil, on pousse au max et Bane devient un géant, un amas de muscles disproportionnés qui a des capacités cognitives décuplées. Il est donc aussi bien fin stratège qu'aussi puissant qu'une armée à lui tout seul, ce qui va mettre Batman dans une position que je définirais comme inconfortable. On part à la recherche de Waylon, ami de Bruce dans cette histoire, pour arriver à la fameuse Arche M, un complexe bien sombre qui fait de drôles de manigances. Et en même temps, Gotham est prise d'une folle violence, secouée par la folie de Bane, qui veut briser notre bateau adoré. Petit souci, Batman se retrouve captif dans l'Arche. Et c'est clairement pas sympa pour lui, puisqu'à chaque tentative d'évasion, il va devoir affronter le Golgoth aux gros muscles. L'Arche M, c'est une sorte de complexe rempli de créatures et gardé par Bane. Et là, Snyder s'en donne à cœur joie, il détruit littéralement Batman, il le brise avec une violence rarement vue dans les histoires de l'Encapé. On croise des abominations, le titre est plus que bien choisi, notamment un Killer Croc qui a une gueule démesurément gigantesque. D'ailleurs, Bruce n'est pas le seul cobaye ici, mais j'en dis pas plus, vous verrez si vous voulez le lire. Niveau dessin, pareil, Dragota peut se laisser aller à la surenchère, et il n'y va pas de main morte. Heureusement, certains passages sont plus doux, mais ils sont rares. On rencontre de nouveaux personnages, enfin de nouvelles interprétations de persos déjà bien connus, et on s'amuse en les découvrant. On ne s'arrête jamais, c'est innovant, c'est surprenant, c'est ultra violent, vraiment ça atteint des niveaux assez excessifs, mais c'est ça qui plaît à mon avis. Je dois quand même mesurer mon propos, parce que Snyder nous a déjà donné du Batman vraiment quali, et pas que du Batman d'ailleurs, lisez American Vampire, c'est vraiment trop bien, mais aussi de la belle bouse. En vrai, je pense qu'il a plus de titres assez bons que l'inverse, mais il se laisse parfois un petit peu trop aller dans le développement de ses histoires en allant trop loin. Pour l'instant, c'est très bien, mais si on continue sur cette lancée sans freiner un peu, j'ai peur qu'on bascule dans le ridicule comme avec Batman Death Metal, qui était pas ouf, si on est franc. On a deux autres toutes petites histoires à la fin du bouquin, c'est plus du bonus, mais ça reste bien en lien avec l'univers Absolute. J'ai pas vu d'annonce pour le 3e tome, en même temps 9 mois séparés le premier du deuxième, donc on verra d'ici quelques semaines si on en sait plus. Et avant de passer à la mention spéciale et au coup de cœur de la semaine, il reste un petit visionnage que j'ai regardé sur Netflix, une adaptation d'un manga sur l'envers du décor des artistes du show business, Oshinoko du studio Doga Kobo. À la base, c'est un manga de Aka Akasaka, dessiné par Mengo Yokowari. La série est d'ailleurs terminée en 16 tomes, aussi bien au Japon qu'en France, et c'est dispo chez Kurokawa chez nous. J'ai regardé les 2 premières saisons, et je ne m'attendais pas à prendre une aussi grande baffe en pleine tronche avec le premier épisode, qui est presque un film finalement. Il dure quand même 1h20, et c'est magnifique. En fait, ce premier épisode, c'est le préquel de la série. On y suit un médecin, Goru, fan d'une idole. Il bosse dans un hôpital de campagne, et cette dernière, Ai, arrive incognito parce qu'elle a un petit problème de santé, à savoir un bidou tout rond. Évidemment, si la presse et ses fans savaient qu'elle était enceinte, et de jumeaux en plus, ce serait un scandale.
tout simplement. Ai fait confiance à notre bon docteur et souhaite qu'il soit présent le soir de son accouchement. Hélas, ça ne va pas se passer comme elle le souhaitait, puisque Goro va perdre la vie à ce moment précis. Mais il va renaître, réincarné en Aquamarine, le bébé de notre idole favorite. Sauf qu'il a toujours les souvenirs de sa vie passée, et il se trouve que c'est pareil pour Ruby, sa sœur jumelle. On y suit donc leur enfance, entre secrets, plateaux de tournage, rencontres avec des producteurs, des réalisateurs, etc. C'est ultra mignon, les bébés sont vraiment réussis, et la double vie d'Ai est méga touchante. J'en dis pas plus, parce que ce premier épisode est fantastique, et j'étais bien content de découvrir toute l'histoire sans jamais en avoir entendu parler, donc je ne vais pas trop en dire. Juste une chose, si vous êtes sensible, évitez, il y a des sujets qui peuvent heurter, ça reste un seinen qui derrière son côté mignon cache bien sa part d'ombre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir de l'épisode 2, on fait un bond de 12 ans et nos bébés sont maintenant à l'âge de rentrer au lycée, mais pas n'importe quel lycée. Un qui est consacré aux futures stars, comédiens, chanteurs, streamers, idoles. Et à la base, Aqua était pas vraiment pour, n'a pas réellement continué la comédie depuis son enfance, mais une histoire de vengeance va le pousser à reprendre les tournages, pendant que Ruby, elle, va se lancer dans une carrière d'idol comme sa petite Moment. On voit tout, les doutes, les problèmes d'argent, les starlettes prétentieuses, les producteurs véreux, mais aussi les bons côtés, des liens, des relations naissantes, la réussite. Ça romantise un petit peu le show business, tout en étant assez critique, voire cynique, et c'est clairement la force de cette histoire. On recroise des personnages du préquel, comme une ancienne actrice d'1 an l'aînée des jumeaux avec qui Aqua avait tourné quand ils étaient petits. Kana, elle, va prendre une place importante dans leur vie, ou encore leur manageuse, qui était plus ou moins leur babysitteuse, et qui maintenant est beaucoup plus pour eux deux. La saison 1 touche surtout les séries, la télé-réalité, un peu YouTube, et forcément les groupes d'idoles. Mais tout ça n'est qu'un prétexte pour l'enquête d'Aqua. La saison 2, elle, va se pencher un petit peu plus sur le théâtre, et c'était déjà un peu le cas dans la première, mais là on va aller un peu plus loin sur les adaptations de manga. Ce qui est un peu méta, puisque c'est ici l'adaptation d'un manga en animé. Aqua continue son travail de vengeance, pendant que le groupe de sa sœur commence à évoluer. On a plus de rivalité dans cette partie de l'histoire, une guéguerre d'ego entre Kana et une autre actrice, Akane, Aqua qui est emprunt au doute, à l'angoisse même, les personnages avancent, mais ils peuvent avancer peut-être un petit peu dans la douleur. En fait, ce qui est très bien amené, c'est qu'ils souffrent dans un décor très coloré, plein de faux semblants, de paillettes, donc on aurait tendance à minimiser leurs problèmes, mais c'est bien fichu et dans ce contexte, on est plus empathique avec les personnages. Niveau design, c'est très beau, très très beau. Comme je disais, c'est coloré, un gros travail sur les yeux, les expressions, parfois un côté cartoon qui finalement accentue énormément quand les moments chocs arrivent. C'est une série qui joue à fond sur les contrastes, dans tous les sens du terme. J'ai pas lu le manga, on en parlait tout à l'heure, voilà, là c'est le cas, mais j'ai bien envie de m'y mettre parce que flemme d'attendre la suite. Là j'ai commencé la 3e saison, qui vient d'arriver, il y a que 6 épisodes quand j'enregistre, qui se recentrent beaucoup plus sur Ruby, et c'est toujours aussi bien. J'en parlerai plus quand elle sera terminée, mais clairement je suis déjà conquis. Saison 3 qui est sur Crunchyroll et pas Netflix. Ça arrive parfois, c'est chiant, parce qu'autant tout avoir sur la même plateforme, mais bon, j'ai la chance d'avoir les deux donc ça va, mais je préfère vous le dire quand même. Mes petits geekounions, on va donc passer à la mention spéciale, et à qui je vais la donner cette semaine ? À mon super-héros favori, mon petit Batou avec ses oreilles pointues et ses énormes muscles là. C'est assez bon de voir une vraie revisite de la mythologie de la chauve-souris, et Snyder fait pour le moment un super boulot. Dragota aussi, le duo marche bien, et l'excès assumé sur tous les points rend le récit vraiment impressionnant. Je croise les doigts pour que la suite suive une direction qui n'ira pas vers le n'importe quoi. Mais pour le moment, la promesse est tenue, et ça me ravit. Et pour le coup de cœur, je pense que ça s'est senti quand j'en parlais. Mais Oshinoko, quelle claque! Tous les personnages, la part sombre dans un milieu lumineux, l'enquête, les contrastes, c'est tantôt léger, tantôt sérieux, et surtout il y a une vraie évolution, et pas qu'une simple évolution des personnages, mais aussi des liens qu'ils ont, leurs relations, leur accomplissement ou non. À première vue, on pourrait croire que c'est un shoujo un peu mignon et immature, c'est tout l'inverse, c'est subtil, c'est magistral, un seinen de ouf, j'adore. Je précise quand même, le ton du premier épisode ne se ressent pas forcément sur le reste de la série, ou en tout cas, ça prend son temps pour qu'il revienne. Pas avant la 2e moitié de la saison 2. C'est pas pour ça que c'est moins bon,
c'est juste différent, mais ça marche justement super bien, et quand on y retourne, c'est d'autant plus glaçant. Les 2 premières saisons correspondent à peu près aux 8 premiers tomes, donc la moitié. J'imagine que la 3e fera un autre quart, et donc il faudra au moins attendre la 4e saison pour avoir la fin, voire une 5e selon ce qui sera adapté. Je ne me vois pas attendre jusque-là, donc je vais me tourner vers les saints libraires pour leur donner mon pécule en échange de grimoire divin qui est Oshinoko. Voilà mes petits Geekou, j'espère que ça vous a donné envie de lire ou de visionner quelque chose. On se retrouve mercredi avec notre invité Mathieu Tellet pour parler de comics, de création et forcément de geekerie. Et dimanche prochain pour un autre supplément chill. Bisous les Geekou. Hasta la vista, baby.